Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo meilleurs titres lus en 2025, tout type confondu, tout genre confondu. Après mon top 20 des meilleurs titres d'horreur que j'ai lus en 2025, je voulais rendre hommage à tous les autres titres que j'ai lus et que j'ai adoré. Je pouvais pas tout intégrer dans une seule vidéo, du coup je me suis dit ok, on va faire 2 vidéos et maintenant c'est fait. Je vais vous parler des quelques pépites que j'ai adoré l'année dernière. Le premier titre que j'ai adoré, c'est La mécanique du diable de Philip Pullman. Je connaissais pas du tout cet auteur, je sais qu'il a fait une saga jeunesse avec un ours sur la couverture, quelque chose avec la boussole du Nord. Je sais pas, je connais pas de cette saga. Ce titre, je l'ai trouvé par hasard dans une petite boîte à livres et la couverture m'intriguait. Au tout début, la couverture m'avait fait penser que c'était fantasy. J'avais un peu peur, mais au final, c'est du fantastique très sombre. Ici, on va aborder certains aspects et certaines thématiques qui sont assez profonds pour un titre qui fait à peine 100 et quelques pages. C'est un titre sombre qui m'a fait penser parfois à Pinocchio sur certains aspects, mais je vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous spoiler. En tout cas, ici, on va se retrouver dans un bourg quelconque avec notre personnage qui s'appelle Karl. Il est apprenti chez le maître horloger de la ville. Notre Karl, il est désemparé. Le lendemain, il doit présenter un automate devant tout le monde, devant son maître horloger, afin d'achever son apprentissage. Cependant, il n'a pas été capable de remplir sa mission et du coup, il est désespéré. Il sait pas quoi faire. Il a juste une soirée pour finir le travail de toute une période d'apprentissage et il fera tout pour arriver à son but. J'ai adoré le chemin que prend l'histoire. J'ai adoré la manière dont ces deux histoires qui nous sont racontées sans briques et qui forment en tout, c'est sombre, c'est poisseux et c'est un récit que je vous recommande. Le deuxième titre que je voulais mettre en avant dans ce top de mes lectures 2025, c'est Le Pacte de la mer de Satoshi Kon. C'est un petit manga qui nous parle du mythe des sirènes. La petite ville d'Amida, la ville portuaire, est réputée pour être sous la protection des sirènes. La prophétie, la légende dit qu'il y a des années de cela, une sirène a donné son œuf à la ville, a donné son œuf aux habitants de la ville et contre cette protection donnée à son œuf, elle va ramener la prospérité à tous les habitants de cette ville portuaire. Maintenant, dans le temps moderne, on préserve toujours cette légende, mais les habitants ont un peu d'appréhension. Ils savent pas si cette légende est véridique ou pas. En même temps, la ville portuaire commence à s'ouvrir et un projet immobilier voit le jour. Il y a des habitants, il y a des voix qui s'érigent pour ce projet, pour l'ouverture du port, mais il y a également des voix qui s'érigent contre ce projet afin de préserver l'œuf de la sirène. Yosuke, il a un peu le cul entre deux chaises parce que d'un côté, il veut protéger le mythe de la sirène, mais de l'autre côté, il aimerait bien que la ville se développe. Qu'est-ce qui va arriver à cette ville portuaire? Eh bien, vous le saurez en lisant ce petit manga. J'ai adoré. Il aborde des thématiques fortes, il aborde la thématique du changement climatique et de l'impact de l'humanité sur la flore et la faune ambiante. J'ai beaucoup aimé ce récit, j'ai beaucoup aimé les dessins qui sont un peu fins et qui me rappellent beaucoup le style de Taniguchi. Si vous connaissez également, c'est un autre mangaka que j'adore, qui est assez connu en France. En tout cas, je vous recommande chaudement de lire Le Pacte de la mer. On va rester dans la thématique des auteurs japonais parce que le troisième titre que je voulais mettre en avant, c'est Inju, la bête dans l'ombre. C'est la première fois que j'ai lu La plume de Dogawa Honpo et assurément pas la dernière parce que j'ai adoré sa prose qui est sombre, qui est subtile et qui ramène à la surface une sorte de chaleur envoûtante qui embarque le lecteur tout de suite dans son histoire. J'ai adoré ce petit récit qui fait moins de 200 pages. On est dans une histoire sombre de vengeance, de trahison, d'amour obsessionnel et d'harcèlement. La protagoniste de ce récit va avoir affaire à un obsédé qui va la suivre jour et nuit, qui va l'empêcher d'avoir des journées tranquilles. Je vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment c'est un tout petit récit et il mérite d'être découvert. Il y a une surprise vers la fin. L'auteur, il nous embarque dans une histoire qui retourne le cerveau et à la fin, moi, j'étais étonnée. J'ai beaucoup aimé La plume de Edogawa Honpo. J'ai beaucoup aimé l'histoire qu'il nous a proposée. Le prochain titre, c'est une BD qui a été une évidence pour moi. Shangri-La de Mathieu Bablette. C'est une histoire dystopique et c'est une histoire qui met en avant les conséquences tragiques de l'action de l'humanité sur l'environnement. La cupidité, le besoin de tout contrôler va ramener malheur aux êtres humains. Ici, on se retrouve dans un espace clos, dans un espace où tous les gens sont entassés, ils vivent en communauté, ils sont obligés en quelque sorte de se marcher dessus. C'est une sorte de station spatiale car, comme je vous disais,
disais, les actions de l'humanité ont engendré la destruction de la Terre. La vie n'est plus possible sur cette planète et du coup, l'humanité a dû partir ailleurs. Là-bas dans l'espace, on a les humains, mais on a également une nouvelle espèce d'humain hybride animal. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier cette création, cette espèce. Voilà. Et du coup, les deux entités, ils devront cohabiter. Sauf que l'humain, il n'a pas appris de ses fautes passées, il n'a pas appris à respecter l'autrui. Et du coup, cette espèce, disons, animale, parle bien évidemment, cette espèce un peu hybride devient le souffre-douleur des humains. C'est une histoire tragique, c'est une histoire très très triste. C'est une histoire qui dénonce des comportements qui existent dans notre société d'aujourd'hui, comme le consumérisme, l'action contre la planète. C'est une histoire poétique qui va vous envoûter et qui va vous briser en même temps le cœur. Les dessins présents dans cette BD sont assez étonnants. Notre auteur, il a un style bien à lui. Du coup, il m'a fallu un tout petit temps d'adaptation parce que moi, je suis pas trop adepte BD et surtout avec des dessins qui sortent du commun. Mais je me suis fait assez vite et j'ai adoré cette petite BD de A à Z. Je vous la recommande. Après cette recommandation, on va rentrer dans une lecture un peu nostalgique, une lecture que j'ai faite lors de mon enfance et que j'ai redécouvert cette année en anglais. Il s'agit de la saga Harry Potter du tome 1 à 5. C'est une saga chouchou qui m'a donné le goût de la lecture quand j'étais enfant. C'est une saga que j'ai lue et relue maintes et maintes fois. C'est la 3e langue dans laquelle je lis cette saga. Cette fois-ci, c'est la langue d'origine et je suis très contente que j'ai pu redécouvrir l'univers de notre apprenti sorcier. J'ai redécouvert certains détails qui n'ont pas été adaptés dans les films parce que moi d'habitude j'avais les films dans ma tête, mais en lisant les sagas, je vois des détails qui n'ont pas été mis en avant, des détails qui sont quand même assez importants, notamment dans le 5e tome qui est assez conséquent. Comme je disais, c'est une saga chouchou, c'est une saga de mon enfance pour laquelle j'ai une affection particulière parce que c'est la saga, on va pas se mentir, qui m'a donné l'envie de découvrir la lecture, de découvrir des univers sombres, des univers enchantés. Et j'aurai toujours de l'amour pour Harry Potter. Comme je vous disais, je me suis refait une grosse partie de la saga. Il me reste 2 tomes et aussi les histoires adjacentes comme Harry Potter and the Cursed Child et les histoires qui sont présentes dans le tome 7 de la saga. Mais revenons à nos moutons. Dans ces 5 premiers tomes, on va suivre Harry Potter, cet jeune sorcier dont les parents ont été assassinés par Lord Voldemort, le mage qui utilise de la magie noire. Harry Potter, il est un symbole dans le monde des sorciers, cependant, il a vécu toute sa vie parmi les moldus, les gens non magiques, et il a subi un peu de maltraitance de la part de sa tante et de son oncle. Maintenant, il a 11 ans et il découvre qu'il est sorcier, du coup, il va aller à Hogwarts pour finir son apprentissage, pour apprendre comment contrôler ses pouvoirs. Il va faire face à des obstacles, il va faire face à des épreuves parce que le sorcier qui a tué ses parents va essayer de faire son retour parmi la communauté des sorciers. Je vous dirai pas plus parce que je pense que vous connaissez tous au moins de nom la saga Harry Potter, mais comme je vous disais, j'ai un amour très profond pour ses écrits. On va passer maintenant au 6e récit que j'ai adoré. Il s'agit de Midnight Sun de Christopher Pike. C'est un récit qui est très triste. C'est un récit qui brise le cœur. Si vous êtes dans une mauvaise passe dans votre quotidien, je vous recommande pas de lire ce récit parce que vous allez tomber encore plus bas dans la dépression et c'est pas le but. Si vous êtes bien content, vous pouvez tester ce récit. Ici, on va suivre 5 adolescents qui sont malades, mais malades en phase terminale. Ils ont que quelques mois, voire quelques années à vivre, mais c'est sûr et certain, on sait dès le début qu'ils vont pas survivre. Chaque soir, ou presque, ils vont se retrouver dans une salle et ils vont se raconter des histoires inventées, des histoires qui touchent un peu à leur vie passée. Ils vont s'ouvrir le cœur, ou presque, et on va voir leur imagination débordante, mais aussi leur candeur, leur lutte pour la vie. C'est pas un récit facile à lire parce que, comme je vous disais, on sait dès le début que ces 5 personnages vont mourir. On sait dès le début qu'ils sont malades et leur vie au quotidien, c'est une lutte contre la montre, c'est une lutte contre la mort parce que leur santé se dégrade de jour en jour. Ils sont de plus en plus malades, ils ont des douleurs chroniques et pourtant, ils s'accrochent à la vie. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Ilonka, cette jeune fille, ce personnage, disons, principal, qui est toujours souriante, qui s'accroche à la vie et qui essaie, qui a toujours un petit espoir que tout ira mieux, bien que on sait
on sait que ce sera pas le cas. C'est un récit qui m'a touchée, c'est un récit que j'ai adoré. Je m'attendais pas du tout à ça en ouvrant ce bouquin parce que le synopsis me laissait entrevoir une histoire paranormale, une histoire un peu frissonnante et finalement c'est pas du tout ça. Si vous voulez une histoire d'épouvante, vous allez être déçu. Mais si vous voulez une histoire touchante, vous allez être servi. Maintenant, on va faire un bond au Japon avec les histoires courtes de Rumiko Takahashi. Il s'agit d'un coffret de 5 one-shots qui comportent chacun 6 histoires courtes. C'est des histoires fantastiques, c'est des histoires qui nous montrent la vie quotidienne japonaise. On découvre des mœurs, on découvre un peu plus le quotidien de nos personnages, c'est loufoque. Il y a toujours une touche de surnaturel et je trouve que l'autrice, la mangaka Rumiko Takahashi, a réussi à décrire avec brio le quotidien des familles japonaises. On voit le noyau familial, on voit la dynamique de ces familles japonaises qui, disons, ne fonctionnent pas de la même manière que celle en Europe, en tout cas celle que moi personnellement je connais. On a toujours la famille composée de la mère, du père de famille, des enfants, mais aussi des deux parents, des grands-parents qui vivent sous le même toit. Du coup, on a une famille très grande et c'est souvent la mère de famille qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe même des parents, des grands-parents qui parfois sont dans l'incapacité d'assouvir leurs besoins. C'est la mère de famille qui s'occupe un peu de tout. On voit la boule familiale, on voit tout ce qui se passe, on voit les interactions avec les voisins, on voit les petits accrochages, tout entouré d'une petite touche de surnaturel. J'ai adoré ces histoires. De toute façon, les histoires de Rumiko Takahashi m'envoûtent toujours. Je peux que vous recommander ces histoires courtes et si vous aimez ces histoires, n'hésitez pas à vous procurer ces mangas plus longs comme Inuyasha, comme Ranma 1,5, comme Mao, etc., etc. Le 8e titre que j'ai beaucoup aimé cette année qui vient de passer, c'est Silo Origin, tome 2. Le tome 2 de cette saga dystopique que j'ai tant aimé. C'est mon tome préféré. C'est le tome où on retrouve les origines de cette catastrophe, où on comprend comment ces silos ils ont été construits, pourquoi ils ont été construits, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché cette catastrophe. On voit le début, on voit l'origine, le tout début, on voit l'après, on voit les conséquences des actions des humains et on voit le présent où on retrouve nos protagonistes du premier tome, où on retrouve Juliette, on retrouve même Solo, ce petit personnage si vous le connaissez, qu'elle a rencontré. C'est mon tome préféré notamment parce qu'on a des explications, on voit en détail comment l'humanité est arrivée à se terrer sous terre dans ces silos. Les humains ils peuvent pas aller à l'extérieur, ils peuvent pas respirer l'air parce que c'est toxique. Dès que tu mets un pied dehors, c'est la mort assurée. Ta peau, ton corps va se désintégrer à cause des effets nocifs, des effets potentiellement des bombes nucléaires qui ont frappé la Terre. Et on va comprendre comment et pourquoi ces habitants sont enfermés dans ces silos. C'est un tome qui fait 700 pages. C'est un tome que j'aurais aimé qu'il soit encore plus grand parce que j'adorais la plume, j'adorais le développement de l'intrigue, les personnages. On est en tout cas au tout début avec des personnages distincts, des personnages d'un passé lointain qui ont contribué à ces désastres. C'est immersif. Moi, je l'ai lu en 2 journées. J'ai bouffé mon bouquin. Je l'ai bouffé. Je l'ai adoré des A à Z. Il peut pas se lire en dehors de la trilogie. Vous pouvez pas commencer par le tome 2. Non. Vous devez commencer par le 1, par le 2 et par le 3 parce qu'il y a un fil logique entre les 3. Vous allez franchir des étapes et vous allez comprendre tous les aboutissements des actions, etc., etc. Mais en tout cas, je vous recommande cette saga. C'est une chouette saga et le tome 2, il est mon préféré. Parce qu'on est dans le post-apo, je vais vous parler maintenant d'une BD coup de cœur, L'héritage fossile. La Terre se meurt, toujours les actions des humains contribuent à la dégradation de la Terre et causent en grande partie l'avènement de la faim. On n'est pas loin de la disparition de l'humanité, cependant un groupe de 4 astronautes, 4 scientifiques vont se dévouer pour sauver la planète. Ils vont partir en mission pendant des centaines et des milliers d'années afin de trouver une Terre viable qui pourra les accueillir, qui pourrait être le nouveau berceau de l'humanité. Cependant, leur voyage ne se passe pas sans accroc parce qu'ils vont rencontrer des problèmes, ils vont rencontrer des soucis qui vont contribuer à la dégradation de leur morale et de leur confiance dans ce projet d'avenir. Je ne peux pas vous donner plus de détails parce que sinon je vais vous spoiler, mais en tout cas j'ai adoré cette petite BD qui a l'air très simple, qui a une intrigue très simple mais très efficace. Les dessins sont un peu spéciaux. Au tout début je pensais pas que j'allais accrocher, mais au final ça passe nickel. C'est l'histoire la plus importante et l'histoire elle retourne le cerveau. En tout cas elle m'a retourné le cerveau vers la fin. J'ai adoré ce qui s'est passé, j'ai adoré notre petite intrigue. Si vous voulez une BD post-apo, n'hésitez pas. L'héritage fossile.
On va rester dans les tragédies, mais cette fois-ci, on va aller vers un terrain de la réalité. C'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Un récit qui m'a bouleversée, c'est Le Pianiste. Je vais pas prononcer le nom de l'auteur parce que c'est un nom polonais et j'arrive pas du tout. Mais en tout cas, c'est un récit vrai, c'est un récit qui date de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un récit des vies de notre protagoniste qui était musicien, qui a vécu l'enfer pendant cette période, qui a tout perdu, qui a perdu toute sa famille. Il les a vus partir vers l'enfer, mais il avait toujours un espoir que peut-être le lendemain va être meilleur. Son espoir s'est concrétisé des années plus tard, après la fin de l'occupation allemande, mais il a été profondément touché par cette catastrophe, par tous les horreurs qu'il a vécues. Il a dû s'éterrer dans des endroits immondes, il a dû se cacher, il a dû survivre du jour au lendemain et sans savoir s'il allait vivre. Il a vécu des choses atroces, il a survécu à des bombardements, il a survécu à la famine et l'espoir, il est venu de là où il s'attendait pas du tout. Il est venu de l'ennemi. Je vais vous laisser découvrir ce récit des vies qui est très touchant. Il a été adapté en film. Moi, je l'ai découvert d'abord en film et je peux vous dire que j'ai lâché tous mes larmes devant ce petit film qui est incroyable. En tout cas, je vous recommande ces deux médias, le bouquin et le film Le Pianiste. Décidément, j'adore les histoires tristes, j'adore les histoires où nos protagonistes ne sont pas heureux. Et ce récit ne va pas faire exception parce que je vais vous parler de Ma douce Audrina. Ma douce Audrina, c'est un récit dont j'avais beaucoup entendu parler sur le booktube anglophone. J'avais entendu que des belles récits et je voulais tester depuis un bon moment et comme je l'ai trouvé en occasion, je me suis donné la chance de plonger dans ce récit. Et c'est un récit sombre où les liens familiaux sont plus complexes qu'il n'y paraissent. Il y a de la violence psychologique, il y a de l'emprise, il y a de la dépendance affective, de la violence physique et tout cela va nous être présenté du point de vue d'Audrina, une petite fille qui a un quotidien très bizarre, une petite fille qui est entourée des gens malsains, qui essaie de la formater, qui essaie de la mettre dans un moule spécifique, de créer une meilleure version d'elle-même, alors que Audrina, elle souhaite que la liberté, elle souhaite connaître le bonheur, tout simplement parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de sa maison n'est pas sain pour une fille de son âge. Son père lui répète qu'elle doit devenir comme sa sœur morte, qui portait le même nom, Audrina. Du coup, elle ressent une sorte de petit rancœur contre cette Audrina, la parfaite. Elle vit des tourments à cause de sa cousine, qui lui en veut, mais on ne sait pas pourquoi. Elle comprend pas pourquoi tous ces rancœurs, pourquoi toutes ces méchancetés gratuites de la part de sa cousine. Et après, il y a sa mère et sa tante qui entretiennent une relation très bizarre. Les liens familiaux sont poisseux, les liens familiaux sont malsains et Audrina, elle va être au milieu de tout cet engrenage familial et elle va essayer de se libérer. J'ai beaucoup aimé ce récit, peut-être un peu moins la fin parce que j'attendais une libération totale de l'emprise alors que le final ne m'a pas donné tout à fait ce que je désirais. Le final, je l'ai trouvé un peu bizarre parce que, bon, la manipulation continue, disons. Mais père total, c'est une excellente lecture et je ne peux que vous recommander Ma douce Audrina. On va revenir maintenant avec un manga. Je vais vous présenter maintenant un manga que j'adore. 20th Century Boys, le tome 7 et 8. C'était des coups de cœur. Chaque fois que je lis un tome de ce manga, je suis envoûtée. Le mangaka Naoki Urasawa, il pourrait largement concurrencer n'importe quel auteur de suspense. Au-delà de ses dessins qui sont magnifiques, la structure de son intrigue, elle est très complexe. On a des bonds dans le passé, on a des allers-retours entre ce qu'on pense être le présent et, disons, le futur proche. Tous les éléments qui nous sont présentés ici ont un sens qu'on découvre au fur et à mesure. Il nous introduit des éléments et, quelques temps plus tard, on découvre l'aboutissement. Ici, dans 20th Century Boys, on est au tout début avec un groupe d'enfants qui ont un fort. Ils sont tous potes et, à un moment donné, en été, parce qu'ils s'ennuyaient, ils écrivent un carnet de prophéties. Un carnet de prophéties qui n'est pas tout à fait optimiste parce que on parle de la fin de l'humanité. Des années et des années plus tard, dans les années 2000, on se rend compte que ces prophéties commencent à aboutir, commencent à se réaliser et du coup, notre groupe de garçons va essayer d'empêcher ce cataclysme. Ils savent ce qui les attend
Ils savent qu'il y a dans l'humanité s'ils n'arrivent pas à empêcher les prophéties à se réaliser, mais peut-être qu'il est trop tard. Comme je vous disais, c'est très complexe. On aborde des thématiques comme les sectes, comme l'emprise politique, comme les dilapidations au nom du parti, les catastrophes climatiques, les catastrophes liées à des virus, à des maladies. C'est un tout explosif, c'est un tout très bien mélangé et je ne peux que vous recommander ce manga. Dans cette version Deluxe, disons, il y a 11 tomes et j'ai trop hâte de découvrir la suite de l'histoire. Le prochain tome que j'ai beaucoup aimé cette année 2025, c'est un petit service presse, Noir Abyss. Noir Abyss, c'est un titre assez étrange parce qu'on est dans le monde de la piraterie, mais pourtant on a un premier côté, un début de l'histoire, une première partie de l'histoire qui est plutôt axée enquête et une deuxième partie de l'histoire qui est axée un peu horreur cosmique. Le mélange, même s'il est étrange, il marche très bien. Au tout début, c'est le cadre qui est posé, c'est l'enquête qui se déroule et dans cette seconde partie, tout explose. La noirceur est déversée contre nos deux protagonistes. On a des touches d'horreur cosmique que j'ai adoré. Je vais pas vous mentir, c'est la deuxième partie que j'ai adoré et j'aurais voulu qu'elle soit encore plus grande parce que le tout, il fait que 200 pages. Mais bonne nouvelle, il y aura une suite. Mais bon, revenons un peu au synopsis pour que je vous détaille un peu de quoi il s'agit. Maria et Alric sont deux corsaires endurcis. Ils vont être mandatés par l'empereur pour trouver une frégate disparue. Ils vont se dire, ok, c'est une enquête classique, on va se faire un peu de fric, mais la réalité, elle est plus dense, elle est plus complexe. Une fois arrivés sur la terre ferme, ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de meurtres qui se sont passés sur ce bout de terre et ces meurtres ont un lien très fort avec ce bateau, cette frégate disparue. Nos deux protagonistes vont enquêter et ils vont se retrouver devant l'inimaginable. Une noirceur sortie du tréfonds de l'humanité va surgir et va envelopper nos deux protagonistes. Je vous dirai pas plus parce que c'est un court récit, mais c'est un récit très immersif. Il y a une petite touche de Jules Verne grâce à ce langage marin qui est employé tout au long du récit et c'est une histoire qui ne mange pas de pain. Voilà, si vous voulez un mélange d'enquête avec de l'horreur cosmique, tout ça dans un contexte de piraterie, Noir Abyss, c'est fait pour vous. L'avant-dernier titre que j'ai adoré dans cette année 2025, c'est The Only One Left de Riley Sager. Malheureusement, et petit disclaimer ici, ce titre, il n'a pas été traduit en français. Il y a d'autres titres de cet auteur qui ont été traduits en français, mais pas celui-là. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un super titre. C'est un sort de thriller qui nous tient en haleine. C'est un récit qui va vous retourner le cerveau parce que l'auteur, il nous laisse des pistes et au final, il va retourner sa veste et il va nous ramener dans une toute autre direction, vers une toute autre destination. Il va jouer avec notre sensibilité et il va nous proposer des personnages brisés, des personnages qui ont tout perdu, mais qui vont essayer de sortir leur tête de l'eau. Dans ce récit, on va suivre Kit. C'est une assistante médicale. Je sais pas exactement comment je pourrais la qualifier, mais en tout cas, elle aide les personnes âgées dans leur vie quotidienne. C'est une assistante de vie, je ne sais pas. Bon, bref, on va dire que c'est une assistante de vie. Et Kit, notre personnage, c'est un personnage un peu brisé. Elle a tout perdu. Elle a quasiment tout perdu. Elle est passée par une très mauvaise période. Elle a failli perdre son boulot parce qu'un de ses patients est mort dans sa charge. Et du coup, il y avait toute une enquête. Et elle a réussi à prouver plus ou moins son innocence. Cependant, sa vie n'est pas facile parce que personne, aucun patient, ne veut pas vraiment d'elle. Cependant, par un concours de circonstances, elle va être amenée à prendre soin de Lenora, une vieille dame paralysée qui n'a pas une très bonne réputation. On suppose que cette dame, Lenora, elle avait tué toute sa famille par le passé. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les causes, mais en tout cas, les rumeurs fusent. Kit n'a pas vraiment de choix d'accepter ce travail et une relation un peu malsaine va s'établir entre ces deux femmes. Elles vont explorer ensemble le passé et au fur des pages, des secrets vont lui être dévoilés. On aura des bonds entre le passé et le présent et le tout, il est très bien ficelé. J'ai beaucoup aimé, c'était un coup de cœur et je suis très contente d'avoir pu lire The Only One Left.
Et on va finir ce top des meilleures lectures, tout genre confondu de l'année 2025, avec une petite BD, Carbone et Silicium. C'est une sorte de dystopie post-apo, je sais pas comment la qualifier, mais en tout cas, c'est une très belle BD. Ici, on va parler d'intelligence artificielle, mais également de l'impact que celle-ci va avoir sur la vie de l'humanité. Les humains sont en déclin. On conçoit Carbone et Silicium, ces deux intelligences artificielles qui viennent d'un même moule, comme un espoir pour la survie de l'humanité. Cependant, les attentes et l'espoir des créateurs ne coïncident pas avec les espoirs et les attentes de ces deux intelligences artificielles. Parce que Carbone et Silicium, ils ont soif de liberté, ils souhaitent voir le monde de leurs propres yeux, et quand ils vont frôler la liberté de leurs propres droits, ils vont se rendre compte que autre chose peut les attendre en dehors du labo où ils ont été créés. C'est un récit poétique qui nous parle d'amitié, qui nous parle de trahison, d'amour et des espoirs qui n'ont pas été comblés, qui nous parle également du déclin de l'humanité et aussi des actions qui ont contribué à ce déclin de l'humanité. C'est une BD qui parle des sujets forts, c'est une BD complexe qui a plusieurs niveaux de compréhension et je ne peux que vous recommander ce récit de Mathieu Bablette. C'est le deuxième titre de cet auteur que j'ai inclus dans ce top de l'année 2025, mais je pouvais pas passer à côté. C'était une évidence pour moi. Voilà les amis, c'est à présent fini. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à la tourner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres ou si un de ces titres vous donne envie. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.